Allez, bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo rapide pour vous aider sur le travail que je vous demande de faire sur le traitement des données sismiques au travers des fichiers CSV. Alors, vous savez que tous les fichiers qu'on avait utilisés pour le cours sont ici, sur mon site. Il faut tous les télécharger, le mettre dans un même dossier. Et je vous propose, avant de commencer, de faire une petite correction de ce que vous avez fait en classe sur les élèves, vous vous rappelez, qui étaient stockés dans un fichier CSV, et je posais différentes questions euh, par rapport au traitement des données contenues dans ce fichier CSV. Alors, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez téléchargé les fichiers et vous ouvrez le fichier élève.py. Donc, on est passé sur Tony, bien sûr. Et on va essayer de répondre à toutes les questions qui nous étaient posées. Et je vous rappelle, la toute première que je vous avais posée, c'était le prénom des élèves de la classe de première A. Alors, pour pouvoir répondre à ce type de questions, je reviens d'Anthony, il faut, ça c'est très important, bien regarder comment est structuré le fichier élève.csv. Vous avez dans un fichier CSV, toujours en première ligne, le prénom, la classe, la moyenne, SP1, SP2, SP3, c'est-à-dire les colonnes du futur tableau qui apparaîtrait dans un fichier, dans un logiciel de type Excel. Vous auriez en colonne prénom, classe, moyenne, SP1, SP2, SP3, et après toutes les valeurs correspondantes dans le tableau. Donc bien important de regarder comment ils sont écrits, et de quoi ils sont constitués. Alors, en première ligne, j'ai les colonnes, et puis après, toutes les lignes suivantes, séparées par des virgules, les valeurs que prennent ces colonnes. Donc, par exemple, en première ligne, en deuxième ligne, plutôt, on a Martha qui est en première B, qui a 17 de moyenne et qui suit ses trois spécialités dans l'ordre. Je vous fais remarquer au passage que dans ce fichier, ils sont tous en spécialité NSI et elle apparaît à chaque fois dans la colonne correspondant à SP1. Voilà, alors une fois que j'ai ça bien sous les yeux, je peux me lancer dans le code et je vous rappelle que cette première ligne sert, on n'y touche jamais, hein, c'est celle qui sert à parcourir le fichier lf.csv qui est en lecture seule, read ici, et une fois que ce fichier a été créé, on peut ensuite faire une petite boucle à l'intérieur pour ranger dans une liste initialisée à 0 ici, liste vide, en y mettant à l'intérieur chacune des lignes qu'on vient de voir dans une liste et sous la forme de dictionnaire. Alors pour bien s'en convaincre, on exécute le programme qui ne fait rien pour l'instant puisque j'ai rien demandé d'afficher. Mais si vous regardez dans la console ce que contient la variable donnée, c'est bien une liste mais qui contient beaucoup de choses. Donc qu'a fait le module? Hop, je relance, pardon, excusez-moi. Je relance mon module, voilà, et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette variable donnée. C'est une liste dans laquelle le module s'est chargé de mettre toutes les valeurs correspondant au fichier CSV. Là, ici, par exemple, vous avez la première ligne avec le prénom qui est Martha, la classe qui est première B, la moyenne qui est 17, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, comme c'est rangé dans une liste, je vous fais remarquer que si à donner indice 0, vous regardez ce qu'il y a, il y a bien et bien, hop, je me suis trompé, je recommence, j'ai oublié un E, c'est parti, données. Voilà, si je valide ça, je m'aperçois que données contient ça, et si maintenant je fais données crochet 0, je me rends compte que c'est bien un dictionnaire qui est contenu dans cette liste à l'indice 0 qui contient toutes les données de Martha. Si je vais ensuite, je refais un petit clear dans mes données, mais cette fois-ci je vais voir ce qu'il y a à l'indice 1. Ok, j'ai toutes les données qui correspondent à Jean. Prénom, Jean, classe, première C, et ainsi de suite. Si je veux savoir combien de données sont stockées dans ma liste, évidemment, vous faites len de données pour savoir combien de lignes sont intégrées. Il y a bien 14 élèves qui sont rangés dans cette liste. Alors maintenant, comment on fait pour parcourir ces données et pour pouvoir les traiter par la suite? Je vous rappelle que notre boucle magique, c'est for I, J, in, enumerate, données, voilà. Et quand je fais une boucle comme ça, je parcours l'intégralité de cette liste de données qui contient des dictionnaires. Alors, c'est quoi le I qui est là? Le I, c'est l'indice qui va varier donc entre 0 et 14, hein, comme vous l'avez vu, entre 0 et 13 plus précisément, puisqu'il y a 13 valeurs. Et le J va dire
quel est le dictionnaire qui est à l'indice correspondant. Par exemple, pour i égale 0, j'ai le dictionnaire qui contient les données de Martha. Pour l'indice 1, j'aurai la ligne suivante, le dictionnaire qui contient les données du suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si je veux faire, et je prends le premier exemple que je vous avais demandé à faire en classe, c'était le prénom des élèves de la classe de première A. Alors comment on fait ça? Eh bien, je retourne dans mon fichier CSV, je vois qu'il y a bien des prénoms et des classes, et je vais vouloir, à chaque fois que la classe vaut première A, retenir la valeur de l'élève en question. Pour faire ça, on va s'apercevoir que c'est très simple, puisque on va mettre une petite condition. Donc si la classe est première A, donc comment j'y accède à la classe de mon dictionnaire? Je l'écris d'abord et on le commente après. Ici, si je mets, c'est la classe qui m'intéresse. Si la classe est égale à première A, alors là je vais vous faire des petits commentaires d'abord sur le fait qu'il faut bien faire attention que ces données-là sont toutes des strings, des chaînes de caractères. Ok, donc je mets entre guillemets. Et J crochet classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire J, c'est le dictionnaire que je suis en train de regarder à ce moment de la boucle. Et dans ce dictionnaire, je veux savoir quelle est la valeur associée à la classe. Et quand c'est première A, je vais vouloir afficher tout simplement le prénom de l'élève en question. Et pour ça, j'y ai accès, donc toujours J, ce sera toujours pareil, J, alors de l'élève en question, donc on va afficher son prénom, bien sûr. Voilà. C'est parti. Alors j'exécute mon programme, je regarde en bas ce qui se passe. En effet, Thiago, Eliane, Anna et Laïla sont des élèves de la première A. J'ai pu faire un premier filtrage dans mes données. Deuxième chose que je voulais vous dire avant de continuer, c'est que je vous propose aussi de ranger les résultats de ce filtrage dans un tableau. Alors ce tableau, je vais l'appeler tab, que j'initialise à vide pour le début. Et si je veux mettre ces valeurs dans un tableau, il suffit de faire tab.append. La même chose, J prénom. Donc si j'exécute, bien sûr, il ne se passe rien, c'est bien normal, puisqu'il n'y a aucun affichage qui est demandé. Mais si je regarde ce qu'il y a dans tab, j'ai bien les élèves en question qui sont rangés dans un tableau. L'intérêt de faire ça, c'est que je peux les garder en mémoire pour faire des traitements ultérieurs. Là, pour le cadre de la vidéo, je vais me permettre de ne garder qu'un print. Vous ferez comme vous voulez. Le print, c'est juste de l'affichage, donc je ne pourrais pas les garder en mémoire, mais au moins je peux répondre aux questions d'exercice facilement. Donc, je clique, j'ai bien mes 4 élèves qui sont de la classe première A. Alors, je vous propose de répondre à la deuxième question. Le prénom des élèves de la classe de première B qui suivent la spécialité art. Alors avant de vous lancer, il faut toujours bien regarder où sont les spécialités. Donc spécialité art, ici je vois que Martha en fait partie et que ça va correspondre à la clé SP2. Donc à chaque fois qu'on est en art, ça apparaît dans SP2. Donc je ne vais pas faire des conditionnels trop difficiles. Je vais juste regarder si dans SP2 il y a art. Donc écoutez, si la SP2, je vais remplacer classe ici par SP2. Si la SP2 correspond à art, faites bien attention, dans le fichier CSV, art apparaît bien avec un A majuscule, ne vous trompez pas. Donc si c'est égal à art, double égal bien sûr, j'ajoute le prénom. Allez, j'y vais, je vais exécuter tout ça, c'est parti, hop, et vous voyez, je le refais encore une fois avec la console un peu nettoyée. Voilà, vous voyez les élèves donc qui font partie de la SP2 et qui sont en spécialité art de SP2. Mais la question était, comme vous le voyez ici, ils doivent être aussi en première B. Donc il faut faire un filtrage un peu plus clair. Donc pour être en première B, il faut aussi, et là c'est le AND qu'on va mettre aussi, J classe égale première B. Il faut bien rajouter cette deuxième condition. C'est parti. Voilà. Ceux qui sont en première B et qui suivent la spécialité art, je vais afficher leur prénom. Et cette fois-ci, forcément, il y en a moins. On va regarder. Martha, Teresa, Boris et Robert. Martha suit bien la spécialité art et est bien en première B. Pour Teresa, elle est bien en première B, elle suit la spécialité art. Pour Boris, il est bien en première B, il suit la spécialité art. Vous avez compris. Ça fonctionne. Voilà. Allez, j'en fais encore un autre. Vous pouvez essayer de faire celui-ci si vous voulez. Moi, je vais faire celui-ci. Le prénom des élèves dont la moyenne est inférieure à 10. Alors, on y va.
la moyenne inférieure à 10, ce sera mon seul critère. Donc, if quoi? Eh bien, si J moyenne, vérifiez toujours dans le fichier CSV que ça s'écrit bien comme ça, J moyenne est inférieure à 10. Alors, vous en êtes rendu compte, si j'exécute mon code tout de suite comme ça, je vais avoir une erreur. On vérifie tout de suite. En effet, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Tout simplement parce que ceci est une chaîne de caractères et je peux pas, ça n'a pas de sens d'évaluer si une chaîne de caractères est inférieure à 10. Donc, toujours bien penser, si vous manipulez des nombres, de transtyper cette valeur en entier. Je transtype en entier, pourquoi? Parce que toutes les moyennes sont des entiers dans mon fichier, sinon j'aurais mis float s'il y avait des virgules. Et donc si la moyenne convertie en entier est inférieure à 10, j'affiche les prénoms. Je relance mon code, toujours un petit clear dans la console pour que vous voyez bien, hop, et c'est Maxime et Louise qui ont une moyenne qui est inférieure à 10. Voilà. Et puis après, évidemment, on peut faire exactement ce qu'on veut. Allez, je vais traiter peut-être le dernier avec vous, la moyenne des élèves de la spécialité NSI. Si vous voulez le refaire chez vous tranquillement, appuyez sur pause. La moyenne des élèves de spécialité NSI. Il faut savoir que dans le fichier, ils font tous partie de la spécialité NSI, dans ce fichier-là, donc je n'ai pas besoin de faire de filtrage là-dessus. Par contre, je vais devoir faire le calcul d'une moyenne. Et alors pour calculer une moyenne, il va falloir dans un premier temps savoir combien d'élèves il y a. Donc je vais initialiser un petit compteur, comme ceci. Et puis ensuite, j'aurais pu faire aussi autrement, mais c'est pas grave, je vais faire aussi la somme des moyennes de chaque élève. Ça va commencer à 0 et à chaque fois que je rencontre la moyenne d'un élève, je l'ajoute à la somme. Et après, dans ma boucle, ici, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois que je rencontre un élève, j'incrémente ma valeur de compteur de 1, et ensuite, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je rencontre une moyenne, j'en fais la somme, d'accord? Somme plus égale. Alors, c'est quoi que je dois rajouter? Eh bien, la moyenne que j'ai rencontrée à la lecture du dictionnaire, j'y ajoute la moyenne, et si possible, cette moyenne, comme vous l'avez déjà vu, je la transforme en nombre, puisqu'à la fin, je vais faire un calcul avec lui, donc en nombre entier. Je fais mon transtypage ici, je pense que c'est la meilleure manière de faire. Et après, à la sortie de la boucle, tout à la fin, j'afficherai le calcul final, qui est quoi? La somme des valeurs calculées divisée par mon compteur, c'est-à-dire le nombre de notes que j'ai dans ma boucle. On l'exécute. Et on voit, vous le voyez dans la console, 12,71. On aurait pu faire un petit arrondi, bien sûr, mais là, ce n'était pas l'objet de cet exercice. Voilà, refaites-le et soyez sûr que vous savez faire. On aurait pu le faire autrement, comme d'habitude, bien sûr, pas de problème. Alors, une fois que vous savez faire ça et que vous avez bien compris cette partie-là, on va pouvoir s'attaquer à ce que je vous demande dans le traitement des données sismiques. Donc, on va retourner dans mon petit fichier PDF et on va regarder ce que je vous demande. C'est de ouvrir le fichier sismicité.py, on va le faire tout de suite. Bien regarder ce que contient le fichier sismicité.csv qui va contenir les 150 derniers tremblements de terre qu'il y a eu dans le monde. Et on va vouloir afficher tout ça sur une carte, ce que va me permettre de faire le module Folium. Alors c'est parti, on retourne dans Tony, mais cette fois-ci on va ouvrir le fichier qui s'appelle sismicité.python. C'est parti, on va l'ouvrir, le voilà. Donc il ressemble complètement à l'autre, sauf qu'à un moment donné j'importe le module Folium. Le module copie, je vous en parlerai plus tard, il a peu d'importance ici, donc je n'en dirai pas grand-chose pour l'instant. Ce programme qui est là va chercher dans un fichier CSV qui s'appelle Sismicité les données rangées à l'intérieur. Alors on va voir ce qu'il y a. Et alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Donc toujours pareil, on regarde bien comment il est structuré. Pour chaque séisme, il y a une date, une longitude, L majuscule, attention, une latitude, une profondeur, une magnitude, c'est-à-dire une intensité de séisme, et le lieu ici où il s'est produit. Et après, j'en ai 150 ici, il me semble, voilà, qui sont rangés de cette manière-là. Alors, le principe est le même, c'est dans une liste qui s'appelle données que tout est rangé, et avant de faire le moindre code, je vais exécuter mon fichier Python. Regardez bien dans la console, c'est sûrement ce que vous aurez à la maison. Il vous dit, ah mais le module Folium que vous voulez importer, moi je ne l'ai pas dans mes mémoires. Donc ça veut dire qu'il faut l'installer.
Alors, si il n'est pas installé, eh ben, vous êtes dans Tony. Il faut tout simplement aller dans les outils ou tools en anglais et ouvrir le gestionnaire de paquets ou manage packages en anglais, si vous l'avez en anglais Tony. Vous avez une petite fenêtre comme ça qui s'ouvre dans Tony et vous tapez tout simplement Folium, le module Folium que je vais chercher et qu'il va trouver ici en première position. Vous cliquez dessus et vous faites installer. Vous n'avez rien à faire d'autre, le package est installé, vous faites close et ici vous réexécutez le code et maintenant je n'ai plus d'erreur. Voilà, je nettoie un peu la console encore une fois, vous voyez bien. Ok, pas d'erreur, le module est ok, il est prêt à être à l'emploi. Donc très bien. Et puis ensuite, eh ben, on va reprendre notre codage ici après ce tab que vous utilisez ou pas. Et en retournant dans le cours, on s'aperçoit que le module Folium, pour bien fonctionner, il a besoin de 7 lignes de code. Donc vous la copiez, vous la collez dans Tony, copier, coller. Et je vais même copier-coller une deuxième qui est dans le cours. C'est celle-ci. Je vais vous expliquer les deux ce qu'elles font. En cours, on avait déjà parlé, vous avez sûrement déjà compris, mais je préfère le reprendre avec vous tranquillement. Voilà, coller. Faites attention ici, il y a un saut de ligne. Là, enlevez le saut de ligne, sinon il va y avoir un problème. Voilà, que tout soit sur une ligne. Alors, que fait cette première instruction? Elle range dans une variable que j'appelle carte toute une série d'informations pour pouvoir initialiser ma carte. Folium.map, location. Là-dedans, vous avez une latitude et une longitude. Et zoom start égale 2. Vous pouvez déjà mettre ce zoom à 3. Vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Et ça, je vais le commenter pour l'instant pour qu'il ne l'exécute pas. Ok. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite sauvegarde de la carte qui est créée. Donc j'ai cette ligne de code. Et je vais faire ici carte.save. Le fichier que je vais générer en sortie est un fichier HTML. Vous mettez son nom entre guillemets et je vais l'appeler par exemple tuto.html. Vous lui donnez le nom que vous voulez, mais par contre l'extension HTML est obligatoire. Alors, si vous faites ça, on va exécuter le code, juste ces deux lignes. Hein. On y va, c'est parti, il ne se passe rien. Sauf que quand vous retournez dans votre dossier, vous apercevez que à côté de vos fichiers habituels, il vous a enregistré un fichier qui s'appelle tuto.html. Vous cliquez dessus, il va s'ouvrir dans votre navigateur et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une carte du monde. Cette carte du monde, si vous zoomez, elle est centrée sur Lisbonne. Pourquoi? Parce que dans mon fichier Tony, j'avais mis la latitude et la longitude de Lisbonne. Si j'avais mis un zoom start de 2, vous pouvez sauvegarder, exécuter votre fichier, faites rafraîchir votre page, vous voyez que le zoom est moins important. Donc le zoom, c'est vous qui le dosez comme vous voulez, mais à 3, c'est bien pour voir tous les pays du monde. Donc ça, c'est parfait, c'est impeccable. Et maintenant, deuxième chose que je vais faire, je vais enlever ça et ne laisser que ces deux premières lignes. Donc, Folium.marker. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette ligne de code ici, elle ne fait qu'une seule chose. Je vais juste sauter une petite ligne. Excusez-moi. Elle ne fait juste qu'une seule chose, c'est qu'elle place un marqueur à ses coordonnées géographiques. 46 degrés de latitude, 6 degrés de longitude. Et ici, vous pouvez mettre un petit commentaire. Là, on va en faire un, entre guillemets, on va dire coucou. Et après, .add to carte. Dernière chose que je vais faire, c'est que je vais remettre mon carte.save tuto.html. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Eh bien, allez, c'est parti. On exécute. Vous retournez dans votre navigateur, vous rafraîchissez. Et vous avez bien une carte du monde au zoom demandé avec un marqueur placé aux coordonnées de latitude, longitude, que je vous avais proposé de mettre. J'avais mis un peu n'importe quoi, on tombe ici. Très bien. Hop, je me suis perdu, là je suis en Turquie, je vais faire un petit zoom arrière et revenir où on en était. Et maintenant, je pense que vous avez compris qu'il suffit de rajouter autant de marqueurs qu'on veut. Je vais copier celui-ci, je vais le coller là. Et puis je vais mettre autre chose. Là je vais mettre, je sais pas moi, 13 degrés de latitude, moins 20 degrés de longitude. D'accord, je vais faire un deuxième coucou. Là, vous avez vu, il y avait coucou. Là, je mets coucou 2. Voilà, les deux lignes sont là. Je sauvegarde mes cartes
sous le nom tuto.html, je retourne dans mon navigateur, je rafraîchis, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a placé deux marqueurs aux deux endroits où je lui ai demandé de les mettre. Si vous cliquez dessus, vous avez le petit commentaire que moi j'avais prévu, coucou ici, et là, coucou 2. Et vous pouvez en mettre évidemment autant de fois que vous voulez. Donc le principe de l'activité que je vous demande de faire maintenant, ça va être je vais dézoomer un tout petit peu pour qu'on voit bien ce qu'il faut faire, c'est enlever ces marqueurs ici, et de se retrouver dans notre boucle qu'on a appris à connaître dans l'activité précédente, enumerate, données. Et grâce au filtrage divers et variés que vous êtes capable de faire, vous allez pouvoir placer des marqueurs dans cette boucle. Essayez de placer donc tous les séismes qui sont stockés dans le fichier CSV sur la carte. Mettez des commentaires adaptés. Je ne sais pas, en commentaire, on peut mettre par exemple le lieu où le séisme s'est produit. On peut afficher aussi sa magnitude, comme on veut. Bref, tout ça, vous le mettrez dans le corps de la boucle en prenant exemple sur ce que je vous ai montré. Voilà, et à la fin, vous aurez une belle carte. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment fonctionne Folium, vous pouvez aller voir la documentation et vous allez percevoir qu'on peut encore faire plein d'autres choses, mettre des couleurs, des animations, de la mise en forme, des choses comme ça, bon bref, plein de choses intéressantes. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Je vous souhaite bon courage pour la gestion de ces séismes et de m'envoyer donc votre code Python qui va afficher les séismes survenus le mois dernier, les 150 derniers, et on en rediscute en classe mercredi. L'activité suivante de mercredi, ce sera le traitement d'un fichier qui contient des étoiles cette fois-ci. Allez, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt, à mercredi.